Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. On retrouve aujourd'hui Krotoum Konaté, nutrithérapeute, experte dans la prise en charge des troubles digestifs et en particulier du SIBO. Elle va nous partager sa grande expérience dans la prise en charge de ses patients. Bonjour Krotoum, merci pour ce deuxième podcast que tu réalises avec nous. Bonjour Anne-Catherine, merci. Merci à toi. On va vraiment aborder un de tes sujets de prédilection. On peut même dire que c'est ton dada. Le SIBO, c'est une pathologie dont on parle de plus en plus. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les principaux signes cliniques pour que nos thérapeutes puissent vraiment assez facilement au moins repérer les signaux d'appel? D'accord. Alors, c'est vrai que si vous avez des personnes qui ont, souvent on va se dire, bon, j'ai des ballonnements, de la constipation, de la diarrhée, des maux de ventre, de l'alternance constipation-diarrhée. Mais si vous avez des personnes qui se retrouvent à avoir des problèmes de poids et qui vous disent, mais je n'arrive pas à perdre de poids et tout, bien sûr, il y a le problème métabolique, mais il y a aussi du coup comment se passe la digestion et tout, c'est super important. Peut-être qu'il peut avoir un SIBO derrière. Des personnes qui ont de l'anémie, ok, on peut avoir des règles abondantes, etc. pour une femme, mais parfois on peut avoir de l'anémie parce que j'ai une malabsorption, on va dire, du fer, ou des problèmes de thyroïde, des problèmes cutanés. La peau, s'il y a de l'acné rosacée, de l'eczéma, etc. Ou quand les personnes ont un brouillard cérébral, fatigue, vraiment, voilà, et comprennent pas. Parfois, vous pouvez commencer à vous dire, ben, il y a peut-être quand même un problème de SIBO. Donc, SIBO, en fait, qui est l'acronyme de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, c'est-à-dire qu'il y a une prolifération, une multiplication anormale de bactéries, mais dans l'intestin grêle. Donc, en soi, c'est un déséquilibre du microbiote de l'intestin grêle. Et ça, c'est super important, puisque quand on parle du microbiote, donc comme on l'a évoqué l'autre jour, il y a le microbiote du côlon et il y a le microbiote de l'intestin grêle. Ce sont des microbiotes complètement différents. Et si le microbiote de l'intestin grêle, parce qu'il faut quand même quelques bactéries dans l'intestin grêle, mais si ce microbiote est perturbé, alors ça peut avoir des conséquences. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une prolifération, donc une multiplication anormale de bactéries. Ce ne sont pas forcément des bactéries que pathogènes, ça peut être des bonnes bactéries qui se sont multipliées et qui commencent du coup à avoir un comportement anormal. Et il y a une publication qui est sortie, je crois que c'était en octobre 2024, très intéressante, qui montrait que on se rend compte que les bactéries, quand on parle de microbiote, il y a une communication en tout cas entre les microbes, et ils avaient en tout cas analysé le réseau de communication des bactéries du microbiote de l'intestin grêle. Et on voit que quand le microbiote il est diversifié, qu'il n'y ait pas trop de bactéries et que ça fonctionne bien, alors on a un réseau social de communication, mais hyper performant, très étendu. Il y a des communications dans tous les sens, on voit que ça se parle bien. Et puis si je commence à avoir un SIBO, donc souvent c'est en termes d'unité, en fait, on considère que dès lors que j'ai à peu près plus de, on va dire, 1000 unités formant de colonies par millilitre, donc dès que ça dépasse 10 puissance 3, alors on sait qu'on commence à avoir une multiplication anormale des bactéries dans l'intestin grêle.
Et là, quand on regarde le réseau de communication, on se rend compte que qu'il y a des communications qui sont coupées. Et plus il y a des bactéries qui prolifèrent, plus ce réseau en fait s'éteint. Et c'est juste incroyable. Et on se rend compte que dans le cadre d'un SIBO, il y a vraiment des bactéries, pas forcément pathogènes. Donc ça peut être des Klebsiella, des Escherichia coli. Toutes les Escherichia coli ne sont pas forcément pathogènes, qui se multiplient de manière assez autonome et puis du coup qui prennent le lead et donc par défaut, donc une bactérie quand elle mange, elle fait des gaz, donc elles vont produire des gaz et c'est ces gaz qui peuvent donner certains inconforts. Et donc, ça peut se retrouver, on peut avoir de la diarrhée, on peut avoir de la constipation, on peut avoir alternance constipation-diarrhée, on peut même avoir des douleurs à cause de ces gaz qui sont produits dans l'intestin grêle, qui est donc un lieu où, en principe, je n'ai pas autant de gaz, puisque c'est vraiment le côlon qui est l'organe qui héberge des milliards de micro-organismes, dont des bactéries, qui font énormément de gaz. Donc ça, c'est important. Peut-être aussi, je peux préciser comment ça se passe, la fermentation, du coup, en général, puisque quand on va manger, que ce soit des glucides ou des protéines, les bactéries vont fermenter, enfin vont dégrader ces nutriments et elles vont fabriquer des gaz. Sur les gaz produits, je peux avoir de l'hydrogène, mais je peux avoir du méthane, je peux avoir du sulfure d'hydrogène. Alors ce ne sont pas tous les mêmes micro-organismes qui produisent ces gaz-là. En général, par exemple, je peux avoir des Escherichia coli ou des Klebsiella qui vont dégrader les glucides et elles vont fabriquer de l'hydrogène. Et cet hydrogène peut être récupéré par d'autres micro-organismes, par exemple des archées, qui vont récupérer cet hydrogène et vont fabriquer du méthane. Et puis on a d'autres types de bactéries, des bactéries sulfato-réductrices, qui sont capables aussi d'utiliser cet hydrogène, produite par des Escherichia coli par exemple, et elles vont fabriquer du sulfure d'hydrogène. Donc ça, c'est important d'avoir en tête que en général, nos microbes, surtout nos bactéries, elles vont fabriquer des gaz. Et ça, c'est la fermentation, on va dire, des glucides, mais on peut aussi fabriquer des gaz à partir de la dégradation de substances qui viennent des protéines. Donc des protéines surtout pas bien découpées. Donc on va se retrouver avec des acides aminés. Et ça, ces acides aminés peuvent être pris en charge, ou ces peptides moins bien découpés peuvent être pris en charge par des bactéries et elles peuvent encore une fois fabriquer de l'hydrogène, du sulfure d'hydrogène, mais elles vont aussi fabriquer des coramines, comme par exemple de la cadavérine, on peut même l'histamine, etc. Ce sont des voies de dégradation en fait de substances qui viennent des protéines. On peut produire de l'ammoniac et on peut produire ce qu'on appelle des acides gras branchés, donc ibutyrate, ivalérate, etc. Et c'est tout ça qui va contribuer en tout cas à ces phénomènes de fermentation et on parle de putréfaction. Ce que j'ai oublié de préciser pour quand on fermente les glucides, c'est qu'on va du coup dégrader les fibres et on va fabriquer donc ces gaz et aussi des acides gras à chaîne courte, dont l'acétate, le propionate et le butyrate. Alors, on voit donc qu'en fonction des différents gaz qui sont produits par les différentes familles de pathogènes, on peut définir plusieurs types de SIBO. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais repréciser à la fois les différences propres à chaque type de SIBO et aussi est-ce qu'il existe une prise en charge différentielle de ces différents types de SIBO? Évidemment. Alors, effectivement, on a 3 types. Donc, il y a le SIBO hydrogène. Donc, c'est vraiment une fabrication de gaz d'hydrogène, donc souvent par un certain type de bactéries. Et ça, cet hydrogène, il est vraiment spécifique, il est vraiment dans l'intestin grêle. Et en termes de symptômes, voilà, avant, on disait plutôt diarrhée ou de la constipation, on se rend compte qu'on peut avoir tous les cas de figure. Donc finalement, on dit qu'il n'y a pas forcément des symptômes spécifiques. Ça peut être de la diarrhée, de la constipation, de l'alternance constipation-diarrhée. Ensuite, donc, on a d'autres bactéries, enfin, ce pas des bactéries, ce sont des archées, donc notamment des méthanobrévibactères, qui vont consommer cet hydrogène qui était produit par les premières là, qui font de l'hydrogène et qui vont du coup l'utiliser et vont fabriquer du méthane. Et finalement, on se rend compte que pendant longtemps, on disait un SIBO à méthane,
et donc c'est très corrélé à de la constipation, puisque ça a été prouvé que le gaz méthane générait de la constipation. Mais néanmoins, la nomenclature a bougé, puisque SIBO, c'est vraiment caractéristique de l'intestin grêle, alors qu'on a aussi du méthane dans le côlon, et donc on parle plutôt aujourd'hui de IMO pour dire que je me retrouve avec des bactéries productrices de méthane dans le côlon et dans l'intestin grêle. Et la troisième catégorie, on appelait ça le SIBO à sulfure d'hydrogène. Donc on a des bactéries sulfato-réductrices qui vont consommer cet hydrogène qui avait été déjà fabriqué par exemple, ces Escherichia coli et Klebsiella. Et elles vont consommer cet hydrogène et elles vont fabriquer du sulfure d'hydrogène. Et là, c'est très caractéristique souvent à de la diarrhée, des maux de ventre. Et donc on dit encore SIBO à sulfure d'hydrogène, ou on a tendance aussi à dire aujourd'hui peut-être l'ISO, parce qu'on se rend compte que j'ai des bactéries sulfato-réductrices dans l'intestin grêle et dans le côlon. Donc en gros, il y a 3 types. J'ai l'hydrogène, j'ai le méthane et j'ai le sulfure d'hydrogène. Et la prise en charge sera différente. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, Krotoum, et ce qu'on voit à travers voilà, ce podcast, c'est que le SIBO, tout compte fait, ou les SIBO, pour être tout à Tout fait à fait. précise, sont la partie visible Mm. de l'iceberg, mais que ces troubles digestifs peuvent faire le lit d'autres pathologies, d'où la nécessité de bien les prendre en charge pour prévenir l'apparition de problématiques parfois plus graves. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de pathologies qui sont justement certainement liées à cet état de SIBO? Tout à fait. Il y a même des publications, ils ont mis en évidence qu'il y avait à peu près 12 groupes de pathologies qui étaient associés au SIBO. Bon, déjà, il y a tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable, hein. Souvent, d'ailleurs, on se dit derrière un intestin irritable peut se cacher un SIBO quand même. Mais aujourd'hui, on se rend compte ils vont faire le lien avec des pathologies métaboliques, donc tout ce qui serait diabète, hypertension, ou des pathologies chroniques inflammatoires, donc des MICI évidemment, mais des pathologies hépatiques, ou le cancer, ou des maladies neurodégénératives, ou des problèmes même endocriniens, ou des problèmes immunitaires, enfin voilà, ou un cancer malheureusement. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte que certaines pathologies, en tout cas, sont associées au SIBO. On n'en parle pas assez, mais tous les problèmes aussi gynécologiques, donc du lien avec de l'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, etc., peut parfois derrière se cacher un SIBO. Mais ce n'est pas lui qui est forcément responsable, encore une fois, de ces pathologies, mais dans la prise en charge de ces pathologies, ça vaut la peine d'aller regarder s'il y a des problèmes digestifs et en particulier de se poser la question s'il n'y a pas un SIBO. Alors, compte tenu des conséquences que peut avoir un SIBO, on a vu que c'était des pathologies vraiment graves. Mhm. C'est important en amont de bien comprendre les causes et Tout puis à fait. de pouvoir, de ce fait, les prévenir. Mm. Les principales causes du SIBO, pour toi, en quelques mots? Alors, en quelques mots, ok. Alors, déjà, il y a la mastication. Si je mastique pas bien, vous comprenez bien que je peux me retrouver avec des nutriments pas bien découpés, et c'est vraiment dans la digestion, il faut vraiment avoir en tête que c'est une réaction un peu en cascade, c'est comme des wagons, et il faut que ça fonctionne bien dans tous les différents wagons. Donc, défaut de mastication, c'est déjà parfois un premier élément, parce qu'il y a énormément de personnes qui gobent, qui ne mastiquent pas assez. Ensuite, c'est en fait de se reposer aussi sur le principe de la digestion, c'est de se dire, voilà, une autre des causes, c'est mon estomac. Est-ce que mon estomac va produire correctement de l'acide chlorhydrique pour pouvoir entamer en tout cas une bonne dégradation de mes protéines? Donc, si les personnes produisent moins d'acide chlorhydrique et donc sont en hypochlorhydrie, une mal-dégradation de mes protéines va faire que quand ça s'est déversé au niveau de l'intestin grêle, je n'assimile pas, j'absorberai moins bien mes acides aminés. Et ça, vu que ça va stagner, ça ne s'assimile pas, ça reste un peu plus longtemps présent dans l'intestin grêle. C'est une manière de nourrir des bactéries qui vont proliférer suite à ces nutriments mal découpés. Donc une hypochlorhydrie de l'estomac peut générer en tout cas un SIBO. Je peux avoir une autre cause qui est mes acides biliaires, mon foie. Est-ce que mon foie
produit correctement de la bile. Et cette bile, est-ce qu'elle va avoir une réelle fonction d'aller nettoyer mon intestin grêle? Puisque voilà, c'est vraiment les sels biliaires, donc les acides biliaires conjugués à la taurine ou la glycine, qui vont aider à nettoyer l'intestin grêle, qui contribuent un peu à la motricité digestive et qui vont aussi éliminer, nettoyer le reste des bactéries, surtout si j'ai des pathogènes, surtout si j'ai des parasites, etc. Et on parle de ce fameux cycle entérohépatique. S'il est perturbé, qu'on réabsorbe moins bien ces acides biliaires ou que j'ai des bactéries dans l'intestin grêle qui déconjuguent ces acides biliaires. Alors, je ne sais pas si je vais trop loin, mais bon, c'est important. En tout cas, cette notion des acides biliaires, des sels biliaires est très importante parce que si j'ai une déconjugaison trop importante des sels biliaires par les bactéries, alors je me retrouve avec potentiellement une prolifération, en tout cas, des bactéries. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est est-ce que mon pancréas fabrique correctement des enzymes digestives? Parce que là aussi, un défaut de sécrétion fait que je peux avoir une moins bonne assimilation, soit en fait des glucides, des lipides, etc. Si les protéases fonctionnent pas bien, si la lipase. Et juste pour revenir, l'estomac, euh, s'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique, ça a aussi des conséquences sur le fameux facteur intrinsèque qui n'est pas activé et du coup l'absorption des vitamines B12 c'est plus compliqué. Et donc si j'ai moins d'enzymes, ça va être un problème. Et il y a un phénomène aussi qui est très important, c'est le fameux complexe migramoteur. Donc moi j'appelle ça un peu les vagues de nettoyage. Ce sont vraiment des contractions qui sont spécifiques, qui vont de la fin de l'estomac et tout le long de l'intestin grêle, qui durent à peu près 90 minutes et qui ont lieu dès qu'on a fini de manger. Et si finalement une personne grignote tout le temps, ou une personne qui a un défaut de ce fameux complexe migramoteur, eh ben, les vagues de nettoyage, donc pour pouvoir déplacer les nutriments, etc., dans l'intestin grêle, ça se fait moins bien, ça stagne, les bactéries peuvent proliférer, ça nettoie moins bien. Et par ailleurs, une des causes, parfois, c'est qu'il y a des personnes qui ont une altération de ce complexe migramoteur à cause d'une intoxication alimentaire, par exemple, ou en tout cas j'ai une gastro ou autre. Et il faut savoir, alors je vais essayer de dire simple, mais quand on a une intoxication alimentaire, on va avoir notre système immunitaire, il va développer des anticorps contre ces toxines. Et il se trouve que ces toxines, il y a un mimétisme avec une protéine, la vinculine, qui est impliquée dans la motricité digestive. Et parfois, le système immunitaire, il peut se retourner contre son propre système de motricité. Et donc, on a comme un espèce d'état auto-immun de la motricité digestive et donc, à terme, à la longue, une réduction de ce complexe migramoteur qui est moins efficace. Et puis, si jamais j'ai mes IgA sécrétoires, mes anticorps qui sont moins efficaces, ben, ils vont moins bien combattre et tout. Et donc, je peux me retrouver avec une prolifération de l'intestin grêle. Et les publications, en tout cas, nous mettent vraiment plus en avant aussi le fait que le déséquilibre du microbiote qu'on a dans l'intestin grêle, c'est souvent des bactéries buccales qu'on retrouve dans l'intestin grêle qui ont proliféré. Parce que pendant longtemps, on se disait que c'était peut-être des bactéries du côlon qui revenaient parce que la valve iléosécale, si elle est moins bien étanche ou autre, donc j'ai un retour du côlon vers l'intestin grêle. Pendant longtemps, ça a été ces pistes-là, mais on se rend compte que finalement, c'est aussi beaucoup le microbiote buccal qui est déséquilibré. Et comme toutes mes voies entre mon estomac, mes acides biliaires, mes enzymes, s'il y a un défaut, ça fonctionne moins bien, j'ai une voie royale pour arriver dans l'intestin grêle. C'est très intéressant cette Hyper notion de intéressant. communication Tout entre à le fait. microbiote buccal et le développement d'un SIBO. Mm. Alors justement, Krotoum, devant une clinique très évocatrice d'un SIBO, est-ce que tu vas proposer certains examens complémentaires ou des tests biologiques spécifiques pour poser un diagnostic avec encore plus de certitude? Tout à fait. Alors, le test qui est vraiment recommandé pour le SIBO, c'est le fameux test respiratoire. Donc, l'idée, c'est d'aller mesurer les gaz qui ont été fabriqués par ces bactéries. On sait aujourd'hui qu'ils peuvent passer, qu'on peut les retrouver dans la laine, par la laine. Donc, les bactéries vont fabriquer ces gaz qui sont dans l'intestin grêle, ça passe par les poumons et donc on peut les mesurer.
Donc, je ne vais pas détailler le principe. Aujourd'hui, voilà, le test respiratoire, il est très connu. On peut, il faut une bonne préparation de ce test. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que rien que la préparation nous prendrait tout le temps du podcast. Mais il est hyper important quand vous préconisez un test respiratoire de s'assurer qu'il y a une bonne préparation, il y a des recommandations alimentaires. C'est mieux de faire un test respiratoire à la lactulose parce que c'est vraiment un sucre qui va pas être assimilé, absorbé et qui va pouvoir, on va pouvoir en tout cas évaluer en tout cas les gaz qui seraient absorbés par l'intestin grêle et puis de toute façon ça va jusqu'au côlon. Mais néanmoins on peut aussi faire des tests respiratoires, ça existe aussi au glucose et au fructose. Mais le plus commun, enfin celui qui serait le plus intéressant, celui qu'en tout cas recommande le docteur Pimentel, qui est vraiment le gastro-entérologue, qui, est, qui a vraiment mis en avant ces pathologies-là, il le recommande à la lactulose. Et aujourd'hui, on peut donc mesurer l'hydrogène, le méthane, et c'est pas encore disponible en France, mais il y a aussi possibilité de doser le sulfure d'hydrogène. Il y a quelques tests qui existent. Et après, quand on fait des tests, des analyses de sel du côlon, ben, en fait, on ne mesure pas le microbiote de l'intestin grêlé. Il faut que ce soit bien clair dans la tête des gens. Quand je fais de la métagénomique, je n'aurai qu'une vue de ce qui se passe dans le côlon. Si je veux avoir une vue de ce qui se passe dans l'intestin grêle, c'est le test respiratoire. Et de s'appuyer que sur les symptômes en se disant j'ai des ballonnements, etc. Parfois, c'est pas suffisamment fiable parce que je peux avoir des ballonnements si j'ai des champignons qui prolifèrent, si je peux avoir des ballonnements à cause des parasites et mon test respiratoire peut être négatif. Et donc voilà, il faut vraiment l'objectiver par le test respiratoire. Alors, tu es vraiment une experte dans la prise en charge du SIBO. Mm. Qu'est-ce que tu vas proposer comme prise en charge? J'imagine qu'avec l'expérience que tu as maintenant, tu as défini peut-être des protocoles, même si évidemment c'est personnalisé pour chaque patient. Mhm. J'imagine que tu as défini une stratégie quand même de prise en charge pour ces patients SIBO qui va être différente en fonction du type de SIBO. Tout à fait. Puisque selon effectivement si c'est un SIBO au sulfure d'hydrogène ou un SIBO à méthane, ça va pas du tout être la même chose. Mais néanmoins, il y a des éléments communs et le premier élément, c'est déjà quand même l'alimentation et donc la diète alimentaire. Donc il y a plusieurs, alors beaucoup, on va parler du régime pauvre en FODMAP, FODMAP, Fermentable Oligo-Dimonosaccharide and Polyol. Donc l'idée dans ce type de diète ou même la diète du docteur C. Baker ou la diète biphasique qu'a mis en place le docteur Jacobi ou autre, c'est souvent de retirer des aliments, on va dire, qui font vraiment fermenter. Donc c'est plutôt souvent des glucides fermentés cibles. Et donc de les réduire au moins sur 4 à 8 semaines. Et puis après de réintroduire. Pour certaines personnes déjà, juste de faire cette diète d'élimination et de réintroduction, parfois ça peut suffire. Mais je dis que pour certaines personnes, ça suffit pas. Mais en tout cas, on peut déjà avoir une accalmie. Bien souvent, on se retrouve à avoir moins de lactose, moins de gluten, c'est un minimum. Et puis, tout ce qui va être légumineuse, etc., ou tout ce qui est ail, etc., souvent il y a des personnes qui ont des problèmes avec ces composés-là, c'est une chose. Et puis, on peut aller encore plus loin parce qu'on va se rendre compte qu'en faisant une diète pauvre en FODMAP, ben, c'est pas suffisant. Donc, c'est là, il faudra se poser la question, ben, est-ce que derrière, c'est pas un problème d'histamine? Est-ce que derrière, c'est pas un problème de composés qui contiennent je sais pas, des intolérances aux salicylates ou aux oxalates. Et si c'est par exemple un SIBO sulfure d'hydrogène, il est impératif d'aller en même temps l'associer dans le protocole, de faire une diète pauvre en sulfure, en éléments, en composés soufrés. C'est fondamental parce qu'il faut réduire l'apport de soufre dans l'alimentation. On fait ça au moins pendant une bonne semaine, en même temps que l'usage de certaines plantes que je vais vous évoquer après. Mais voilà, la diète, c'est un élément hyper important. Est-ce que tu pourrais réinsister un petit peu et réexpliquer à nos thérapeutes vraiment le mécanisme d'action de cette diète? Pourquoi est-ce qu'elle est indispensable et pourquoi, tout compte fait, la prise de compléments alimentaires n'est pas suffisante et qu'elle doit systématiquement être associée à ces modifications des habitudes alimentaires? Tout à fait. Alors,
Sur l'aspect diète, c'est important et puis il y a un autre aspect justement, alors là, ça sera le côté extrême, mais l'idée, c'est d'affamer les bactéries. Donc s'il y a une prolifération, si on apporte énormément de fibres et cetera, alors on entretient en tout cas l'état de SIBO et donc d'avoir cette diète où on minimise l'apport de fibres, on va sur, des aliments extrêmement bien cuits, on limite les crudités, on limite le lactose et cetera. C'est déjà un élément très important et puis souvent, ça permet, en tout cas les personnes, elles arrivent à y voir plus clair. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, eh ben moi je me suis rendu compte que ce sont les composés, c'est l'ail qui passe pas, ou c'est que les légumineuses qui passent pas, ou c'est vraiment très clair dans la tête que le lactose ne passe pas, mais que le reste, elles arrivent à les consommer. Et puis on peut aller beaucoup plus loin avec cette fameuse diète élémentaire. Ça, c'est vraiment le côté extrême. Et il y a quand même des publications qui ont démontré que ça marchait quand même assez bien. On peut pas tout éradiquer, mais quand même, ça peut vraiment donner des résultats satisfaisants. Et le principe, il est simple, alors c'est pas facile personnellement, je ne recommande pas systématiquement parce que c'est un peu coûteux et puis il faut réussir pendant 15 jours à manger que en fait, c'est boire de la poudre, quoi. Enfin, c'est d'avoir tous les nutriments qui ont été apportés sous forme donc j'ai les vitamines, les minéraux, les glucides, enfin j'ai tout, les acides aminés, tout ça sous forme de poudre de manière à ce qu'il y ait une absorption très rapide et que ce soit pas capté par les bactéries. Et donc ça, c'est aussi un moyen, en tout cas on fait ça au moins pendant 15 jours et on a quand même des résultats hyper intéressants. Et puis après, on peut aller plus loin vraiment avec des plantes, des ingrédients. Et c'est vrai que là, il va avoir des plantes qui ont des propriétés très intéressantes qui peuvent être antimicrobiennes, comme par exemple la berbérine, l'aïcine, l'origan. Et donc souvent dans les protocoles, ça va être des associations. Par exemple, si c'est un SIBO à sulfure d'hydrogène, ça peut être intéressant d'avoir de l'origan avec, par exemple, de la grenade, parce que justement la pygénine, justement, elle a des propriétés très intéressantes pour agir sur les bactéries sulfato-réductrices. Si j'ai un SIBO avec méthane, un IMO, ça peut être intéressant d'avoir par exemple la berbérine plus la lysine. Et c'est des protocoles qui vont être à peu près de 4 semaines à 2 mois. Et en général, on les couple justement avec une alimentation, par exemple pauvre en FODMAP sur un mois ou deux. Et j'ai oublié de le préciser, on ne fait pas un FODMAP des mois et des mois, voire des années, parce que c'est très déséquilibrant pour le microbiote intestinal. Et puis, ce qui sera aussi intéressant sur les plantes, c'est on peut utiliser des prokinétiques, donc par exemple le gingembre, le triphala, qui est une plante en Ayurveda, un mélange de 3 plantes qui vont aider sur la motricité digestive quand justement j'ai mon complexe migramoteur qui est atteint. Et puis on peut aller encore plus loin, à travailler justement sur le mucus, donc la muqueuse digestive, donc avec du collagène, avec justement apporter des prébiotiques concentrés pour pouvoir nourrir les bonnes bactéries, donc par exemple des fibres d'acacia, la grenade encore, enfin tout ce qui va être riche en polyphénol, resveratrol, quercétine, curcuma, etc. Tout ça, ce sont des nutriments bénéfiques pour nourrir les bonnes bactéries, mais qui ont aussi souvent des propriétés quand même un peu antimicrobiennes et qui nous soutiennent les bonnes bactéries. Donc ça, c'est très intéressant. De travailler avec la mycothérapie pour tout ce qui est soutenir le système immunitaire et en même temps apporter des prébiotiques concentrés. La lactoferrine, super intéressante parce que quand on a les bactéries justement qui se sont développées, qui prennent beaucoup de place et qui constituent un biofilm, eh ben, la lactoferrine peut être intéressante à la fois pour casser ce biofilm, à la fois pour soutenir le système immunitaire et en même temps, elle est très intéressante si justement j'ai de l'anémie, une malabsorption du fer, bah, du coup là ça devient hyper intéressant d'utiliser la lactoferrine. On peut apporter des enzymes digestives, il faudra corriger si j'ai de l'hypochloridrie, donc peut-être prendre de la bêta-NaCl, etc. Et puis bien sûr, s'il y a des carences nutritionnelles, ben, d'apporter tous les nutriments nécessaires. Ça fait vraiment partie de cet axe, on va dire, fonctionnel. Il faut vraiment prendre en compte tout ça.
Merci beaucoup, Krotoum, pour toutes ces informations. Je pense que nos thérapeutes vont savoir maintenant encore mieux prendre en charge leurs patients SIBO. Si toutefois ils ont encore des questions, ils peuvent toujours lire ton bouquin, Tout Je à me fait. libère du SIBO, qui est extrêmement intéressant. Merci à tous pour votre écoute et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain podcast avec le docteur Gérard Garofalo, spécialisé en médecine fonctionnelle et en hormonologie. À bientôt, merci. Merci.